Je commence donc maintenant la première des 3 séances qui est consacrée aux pathologies de la représentation. L'idée de représentation, elle renvoie à un mode de réflexion du social dans le politique, à l'idée d'une relation, d'une correspondance entre les deux sphères, définie soit sur un mode procédural, la délégation, soit sur celui d'une proximité des formes, la figuration, conçue alors comme duplication, reproduction à une échelle réduite. Et c'est la représentation comprise comme proximité des formes à laquelle je vais m'attacher principalement. Car les procédures de la délégation, quant à elles, elles présentent un caractère objectif. Elles peuvent être évaluées et critiquées au regard de leur performance. Et les débats dans ce domaine portent par exemple sur l'organisation et les caractères du mandat, qui lie représentés et représentants. Et si ces débats n'ont cessé de rester ouverts, ce n'est évidemment pas simplement pour des raisons techniques. C'est aussi en raison de la contradiction entre les qualités et les formes de la dépendance qui définissent la bonne délégation et celles qui sont requises pour être un bon gouvernant. On peut dire que le bon délégué doit être soumis à ses mandataires, tandis que le bon gouvernant doit pouvoir faire preuve d'autonomie pour s'adapter aux événements et avoir la capacité de délibérer. Il y a là un équilibre précaire à trouver, toujours à réévaluer entre ces qualités. Et cet équilibre a une histoire que l'on peut retracer. En France, c'est dès l'été 1789 qu'il est absolument central. Et j'y reviendrai plus loin, en fait, dans les séances qui seront consacrées aux pathologies de la souveraineté. Je vais donc essentiellement parler de caractéristiques de la tension structurante de la représentation-figuration pour analyser sur cette base les pathologies de la représentation-figuration. La tension qui sous-tend la représentation-figuration présente un caractère différent, qui est moins mécanique, on pourrait dire plus aporétique que celui de la représentation-délégation. Et cette tension présente 2 traits. Elle se manifeste d'abord sous les espèces d'une contradiction entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique, celui de la souveraineté du peuple, est en effet affirmé au moment même où la consistance du sujet de cette souveraineté, le peuple, apparaît problématique. Et ce caractère problématique a lui-même une double dimension, sociologique et juridique. Sociologique d'abord. L'émancipation de l'individu s'est en effet opérée par la destruction des ordres et des corps intermédiaires. Or, c'est en référence à ces derniers corps intermédiaires que la notion de représentation n'avait cessé d'être historiquement comprise. Lorsque la société était définie sur un mode organique, comme un composé d'ordres, d'États, de corps, de communautés, ayant chacun leur cohérence et leur unité, il était en effet facile de concevoir une assemblée représentative à son image. Pour que celle-ci constitue une sorte de modèle réduit de la société, il suffisait de prendre un élément ou plusieurs éléments de chaque structure constituante du social, ce qui aurait permis d'aboutir à ce que Mirabeau, dans une formule célèbre, avait appelé l'assemblée comme copie ayant les mêmes proportions que l'original. Les individus n'existaient dans cette société de corps, en effet, que rapportés à ces formes d'appartenance. Ce qu'on pouvait appeler le social a cette caractéristique qu'en lui coïncidaient immédiatement et visiblement les institutions et les groupes auxquels chacun s'identifiait avec évidence. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut comprendre que Rousseau parlait toujours de la représentation comme étant une notion d'essence féodale. Il voulait par là dire que le processus représentatif n'avait de sens évident que s'il était fondé sur une société de groupes juridiquement institués, qui rendait pour tous la société parfaitement lisible en ses différences productives d'identité. Avec l'avènement d'une société d'individus, la société a cessé d'être aussi évidemment représentable. Ce que l'on a appelé sa désincorporation l'a rendu soudain insaisissable.
En ne pouvant plus être appréhendé sous les espèces d'un corps, le peuple est en effet proprement devenu multitude, au moment où sa souveraineté est affirmée. Une telle désincorporation du social n'a pas seulement procédé d'une émancipation des individus, définie comme indépendance vis-à-vis des corps intermédiaires jugés contraignants. Elle a aussi eu un ressort principalement juridique, lié au fait que l'impératif d'égalité, qui est requis pour faire de chacun un sujet de droit et un citoyen à part entière, implique de considérer les hommes de façon relativement abstraite. Revoir la critique de l'abstraction démocratique que je mentionnais tout à l'heure. En effet, toutes leurs différences et leurs distinctions doivent être mises à distance pour ne plus les considérer que dans leur commune et essentielle qualité, celle de sujets autonomes. Pour le dire autrement, c'est le sacre juridique de l'individu qui a conduit à rejeter, comme archaïque et insupportable, toute appréhension substantielle du social. La société démocratique a entraîné pour cette raison une négation radicale de toute organicité, une critique permanente des institutions qui pouvaient enchaîner les hommes à une nature, les rendant par là même dépendants d'une puissance extérieure à eux. Les réquisites de l'égalité et les conditions de l'autonomie ont du même coup superposé leurs impératifs pour ne plus considérer comme forme légitime du lien social que celle qui dérivait d'un contrat volontaire, établissant entre les hommes une relation dont l'artificialité garantissait l'arrachement aux déterminations de la nature et aux héritages de l'histoire. L'entreprise moderne a ainsi imposé de désubstantialiser le social pour le ramener à une pure quotité, celle des conditions d'équivalence et de commensurabilité entre les individus indépendants. Le social a ainsi tendu à perdre toute consistance propre pour céder la place à un principe formel de communalité. Ce divorce entre les principes politiques et sociologiques de la démocratie peut s'appréhender sous un autre angle, comme constitution d'un irréductible écart entre corps politique et corps social du peuple. Ces expressions, vous le savez, étant les expressions de Rousseau. En tant que corps politique, il ne prend sens qu'au singulier, comme titulaire de la souveraineté, alors qu'en tant que corps social, il est diversité, pluralité, voire division. La constitution de la démocratie a été ainsi marquée en son origine d'un double déficit de lisibilité et d'unité, d'où l'écart permanent du peuple à sa représentation, qui va toujours faire problème et qu'il va s'agir de combler. Rousseau a été le premier à prendre la pleine mesure de l'abîme qui séparait le peuple social, qui est vivant, sensible, et le peuple corps civique, qui est une totalité constituée. Abîme qui rendait problématique la formation d'une volonté générale institutrice du social. Comment concevoir en effet le processus de liaison entre les hommes qui permettent de les unir, de passer du multiple à l'un sans qu'aucun reste ne subsiste? Cette question du passage du multiple à l'un sans qu'aucun reste ne subsiste sera d'ailleurs une question qui fera l'objet de nombreux traités mathématiques, j'en dirai peut-être quelques mots, dans les années 1815-1820. Et cette question du passage de l'un au multiple sans reste sera au fondement des premières réflexions sur la représentation proportionnelle, liée à l'idée d'une unanimité fondée sur le fait que l'égalité de vote ne doit pas simplement être une égalité du bulletin de vote, mais une égalité des résultats du bulletin de vote. Et pour avoir une égalité des résultats du bulletin de vote, c'est-à-dire que tout vote pèse effectivement du même poids, il faut qu'il soit lié à une forme donc de vote dans lequel chaque voix est au service de l'élection d'un candidat. Et ça n'est donc mathématiquement possible que s'il y a des circonscriptions à l'unanimité. Le problème de Rousseau est donc de savoir comment généraliser véritablement le social. Et la tentative de conceptualisation de cette opération est bien sûr le cœur du contrat social. Mais c'est intéressant, c'est bien plus tôt que l'on peut déceler
la Constitution contrat social 1762, je rappelle. Mais c'est bien plus tôt que l'on peut déceler la constitution des éléments de langage et des analogies qui vont être développés par Rousseau dans le contrat social. Dans ses institutions chimiques de 1747, un travail méconnu de Rousseau qui fait pourtant 1000 pages. 1000 pages rédigées pour Dupin de Franqueuil, alors candidat à l'Académie des sciences, et qui avait demandé à Rousseau de l'aider à écrire un grand traité de chimie qui lui permette de rentrer à l'Académie. Dans ce grand traité de chimie, qui a simplement été publié en 1918 et 1921 dans les Annales Jean-Jacques Rousseau, il est très intéressant de voir comment Rousseau a mobilisé les catégories de l'époque pour qualifier en chimie la composition des corps et la spécificité de la mixtion chimique. J'indique tout de suite que l'on doit à la thèse de Bruno Bernardi, qui s'appelle « La fabrique des concepts, recherche sur l'invention conceptuelle chez Rousseau », une thèse parue chez Champion en 2006, la redécouverte et le commentaire de ce très important manuscrit. Rousseau reprendra plus tard toutes ces réflexions sur la conceptualisation chimique pour explorer notamment, là ce sont des concepts qui reviendront dans le contrat social, la différence entre ce qu'il va appeler un processus d'agglomération qui constitue une simple addition d'éléments déterminés et un processus d'association qui opère leur fusion. Il avait traité toute cette question-là très longuement à partir de l'utilisation des travaux de l'époque sur la synthèse chimique. Et dans son manuscrit de Genève, comme dans la version finale du contrat social, Rousseau insistera, c'est bien connu, sur l'impossibilité de se limiter à une approche arithmétique de la question. Ce qui généralise la volonté publique, écrivait-il ainsi, n'est pas la quantité des votants, mais l'intérêt commun qui les unit. Il prendra aussi soin d'opposer, c'est bien connu, volonté de tous et volonté générale. Mais ce sont plus les impasses à éviter que les voies à emprunter qu'il a ainsi identifiées. Rousseau finira d'ailleurs par avouer son incapacité de préciser plus avant, de façon instrumentale, les formes d'accomplissement d'une telle généralité, à moins que ce ne soit sous les espèces d'une totalisation contraignante. C'est la formule célèbre qui va employer dans une lettre de 1767, très souvent citée, à Mirabeau le Père, dans lequel il dit, donc 5 ans après la publication du contrat social, « Je ne vois hélas point de milieu supportable entre la plus austère des démocraties et le hobbisme le plus parfait. » La plus austère des démocraties, en tant qu'elle impliquait la complète absorption de l'individu dans la figure du citoyen. Souvenons-nous les formulations du contrat social sur ce point, de telle sorte que sa spécificité s'évanouisse dans sa part de généralité. Je rappelle un passage célèbre du contrat social dans lequel il dit « La volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui. » Absorption qu'il considérait en même temps comme impossible et contre nature, car il posait la question « Où est l'homme qui puisse ainsi se séparer de lui-même ? Où est l'homme qui puisse accepter de séparer en lui l'individu et le citoyen ?» De l'autre côté, le hobbisme le plus parfait, car l'unité se liait dans ce cas à l'acceptation d'une identification-soumission à l'État comme homme artificiel, selon la formule de l'auteur du Léviathan, qui disait « C'est l'unité de celui qui représente, et non pas l'unité du représenté, qui rend une la personne », formule la plus célèbre du Léviathan, qui ajoutait « On ne saurait concevoir l'unité dans la multitude sous une autre forme. Le peuple corps civique ne prenait cher pour Hobbes qu'à cette condition. Élévation du souverain en incarnation effective de la totalité sociale, et c'est Rousseau ne pouvait pas accepter non plus. D'un côté, c'était radicaliser la désincorporation du social, de l'autre,
réinventer sa mise en corps. Et la seule solution pour Rousseau était donc de spéculer sur un accord de l'obéissance et de la liberté pour penser la formation du corps civique, hypothèse fort problématique. Et deux grandes voies vont être tôt explorées pour résoudre l'aporie rousseauiste. La première va consister à restaurer sur un mode inédit l'organicité du social ou à reformuler les termes de sa cohésion de façon à permettre l'intégration du politique dans le social sous les espèces d'une capacité d'autogouvernement de la société civile. Ce sera la voie préconisée du temps de Rousseau par un Adam Smith avec sa théorie de la société de marché, ou plus tard, dans une toute autre perspective, celle d'un Proudhon avec sa redéfinition du champ de la politique dans une perspective fédéraliste. La seconde voie, pour résoudre l'aporie rousseauiste, va consister à reconsidérer les termes mêmes de l'opération de représentation, en substituant à la notion de reproduction ou de translation, celle que utilisait Mirabeau, là le fils, des qualités du social dans l'ordre politique, celle d'une production directe du corps politique. Non pas une reproduction de la société, mais une production directe du corps politique. Et ce sont les constituants français qui ouvriront cette voie avec leur théorie de la représentation comme organe. Théorie de la représentation comme organe qui sera ensuite, je dirais, formalisée à un niveau supérieur par les grands juristes allemands de la formation de la fin du XIXe siècle, et notamment par Labande. Et cette production directe du corps politique se liera aussi plus tard à une certaine conception du travail de l'historien comme créateur du peuple. Et c'est l'œuvre de Michelet qui fera dans ce cas référence. Commençons par considérer les réponses à l'aporie rousseauiste prenant la forme d'un autogouvernement de la société civile. Adam Smith, il a été le premier à proposer de déplacer les termes de cette aporie pour la résoudre. Comment ? Aux difficultés qui étaient liées à la formulation des modes de composition du collectif, ce qui était bien la question de Rousseau, les modes de composition du collectif de l'un et du multiple, il a opposé la perspective d'une approche de la cohésion du social qui était fondée sur la prise en compte des formes d'interaction. Donc là, le génie, on peut dire, d'Adam Smith, c'est de penser cette distinction entre des modes de composition et des formes d'interaction. À l'impossible formulation d'une volonté générale qui dépasse la perspective arithmétique d'une sommation des volontés particulières, il proposera ainsi de substituer la notion d'harmonie naturelle des intérêts. C'était concevoir autrement le règne de la généralité dans le monde humain, celui de l'universalité d'une règle impersonnelle d'interaction, l'objectivation du marché, et non plus celui d'une fusion des volontés-subjectivités sous les espèces du contrat social. Le commun changeait donc de nature pour Smith. Le commun était de l'ordre d'une relation, les règles de l'échange, et non plus d'une substance, la constitution d'un corps. Et le problème de la représentation changeait complètement de nature dans cette perspective. La question de la représentation se banalisait en se généralisant. Le premier à avoir compris cela chez Rousseau, c'est Sieyès. Sieyès a en effet publié, l'année même de la publication de La richesse des nations, en 1776, un manuscrit sur l'économie dans lequel il va développer la théorie selon laquelle ce qui s'ouvre avec Adam Smith, c'est la compréhension d'un monde social dans lequel tout est représentation. Il va y en effet avoir une sorte de superposition de l'idée de représentation et de celle de division du travail. Avec Smith, dit-il, la représentation finit par se confondre avec l'essence même de la vie sociale. Et la question du gouvernement pouvait en conséquence, pour lui, se dissoudre dans celle de l'auto-organisation de la vie civile. C'est pour cela que c'est le concept de société civile et non plus celui de corps politique qui va être décisif chez Smith pour penser le commun dans le monde moderne. Se trouvaient ainsi pleinement accomplies chez lui les intuitions d'un Mandeville qui écrivait dès le début du siècle, du XVIIIe, que le ciment de la société réside dans le fait que chacun est obligé de boire et de manger. Et bien d'autres écrivains anglais, et peut-être même surtout écossais de la même époque, je pense à Ferguson, à Millard, à Robertson, Stoyart aussi,
pour ne citer que quelques noms, iront dans la même direction. En concevant l'homme dans l'état de nature comme étant déjà un homo economicus, ils ont du même coup aboli la séparation entre état de nature et société civile, séparation sur laquelle reposaient, c'est très important à comprendre, les théories du contrat. Et c'est pour cela qu'ils n'ont plus besoin du concept d'état de nature. Ils ont pu saisir de façon unifiée, c'est ça le grand bouleversement qu'a introduit Adam Smith, ils ont pu saisir de façon unifiée la question de l'institution du social et celle de la régulation du social, évitant ainsi toutes les difficultés liées à la théorie du contrat, autant que celles nées du continuel chassé-croisé de l'économie des passions entre état de nature et état civil qui avait caractérisé la philosophie politique des XVIIe et XVIIIe siècles. Deuxième voie de l'autogouvernement de la société comme réponse à la question de la constitution du commun, Proudhon. À moins d'un siècle de distance, l'œuvre de Proudhon a reformulé dans une perspective progressiste le projet d'une signification immédiatement politique du social. Proposons donc aussi de résoudre en elle-même les apories liées à la gestion de leur séparation dans le processus représentatif. Juste après la Révolution de février 1948, il lancera d'ailleurs un journal quotidien auquel il donnera le titre « Le représentant du peuple », dans lequel il va justement s'appliquer à définir une nouvelle forme d'idéal démocratique et une nouvelle conception de la représentation. Si le peuple avait été, en février, l'acteur évident de la chute de la monarchie, alors identifié une force active, un mouvement historique efficace, force était pour Proudhon de constater que sa figure s'était ensuite effacée. Le peuple n'était ainsi à ses yeux qu'une sorte de Dieu caché, une puissance mystique, qui ne se révélait qu'à des rares moments révolutionnaires dans son évidence et sa puissance, et qui, le reste du temps, restait insaisissable. Le peuple, écrivait-il, être collectif, ne parle point dans le sens matériel du mot. Le peuple, non plus que Dieu, n'a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. La question de Proudhon est alors comment faire parler et agir de façon permanente celui qui, la révolution étant faite, devient le grand muet. Comment l'amener à se révéler, puisque c'est bien d'une telle opération qu'il s'agissait à ses yeux. La procédure électorale était pour Proudhon incapable de redonner une voix et un visage à ce souverain caché. Le mécanisme même du suffrage universel conduisait en effet pour lui à en dissoudre la figure. Il lui reprochait de s'organiser sur la base, lui aussi emploie l'expression, d'une sorte d'atomisme, et en conséquence, disait-il, de se révéler incapable de faire parler le peuple dans l'unité de son essence. La société n'était pas seulement pour Proudhon une juxtaposition d'individus, elle était un être organisé et vivant. Et c'est pour cela qu'il sera pour lui impossible de confondre la voix du peuple avec une addition mécanique du bulletin de vote. Il disait, avec le suffrage universel, le peuple a parlé sans doute, mais sa parole, perdue à travers des voix individuelles, n'a été comprise de personne. Pour faire parler le peuple, pour Proudhon, il fallait donc aller bien au-delà de l'expression segmentée et toujours partielle des citoyens. Et on ne pouvait pas non plus s'en remettre à des porte-paroles d'occasion. Il disait dans Le représentant du peuple, « Qui a le droit de dire aux autres, c'est par moi le peuple que le peuple parle ? Comment croirais-je que tel qui, du haut d'une escabelle, harangue 500 individus qui l'applaudissent, puisse être l'organe du peuple ?» Et pour sortir de la difficulté, il fallait pour Proudhon comprendre justement ce peuple comme un être organisé et vivant pour pouvoir l'exprimer. Donc, redonner corps à la société, en modernisant l'ancien idéal corporatif de matière à le rendre immédiatement expressive, lisible dans le pluralisme de ses groupes. Et la sphère politique, pour lui, se trouvait sur ce mode directement encastrée dans l'activité économique et sociale, ce qu'il appelait la démocratie mutualiste et fédérative, qui était la simple émanation de l'autonomie de groupes naturels qui s'auto-administrent librement pour leurs propres affaires et s'associent contractuellement pour la prise en charge des affaires communes. Chez lui, la question de la représentation se trouvait du même coup structurellement résolue par la généralisation du principe d'autogestion décentralisée, voir son maître ouvrage de 1863 du principe fédératif. Le corps social et le corps politique
ne faisait plus qu'un sur ce mode. On peut dire que la grande différence entre Proudhon et Adam Smith, c'est que, en quelque sorte, Adam Smith est le chantre d'un dépérissement du politique, alors que Proudhon est le chantre d'une réincorporation du politique dans la gestion, pour faire vite. Il y aura d'autres façons de concevoir la représentation pendant toute cette période du XIXe siècle. Je voudrais dire rapidement quelques mots, parce qu'il faut bien le comprendre, sur ce qu'a représenté le syndicalisme dans la reconfiguration de l'idée de représentation. Le syndicalisme naissant, avec, je dirais, son centre intellectuel actif qui était représenté en France par le syndicalisme révolutionnaire, s'est construit lui aussi sur une critique de l'individualisme démocratique, sur une critique de ce que l'un de ses principaux écrivains appelait la fiction démocratique. Et en critiquant le démocratisme, qu'a voulu faire le syndicalisme ? Le syndicalisme révolutionnaire a essayé de définir, il s'est lui-même d'ailleurs défini, je cite là un des premiers secrétaires généraux de la CGT, comme une réaction contre la démocratie individualiste. Cette réaction contre la démocratie, c'est donc de substituer une représentation toujours à une représentation toujours déficiente, une représentation fondée sur l'identité sociale qui prenait consistance sous les espèces des différents métiers. Le syndicat étant à ce moment-là compris comme la forme d'un groupe professionnel. Il lui était absolument immédiat et il ne s'en distinguait pas. Ce n'était pas donc un rapport de médiation et de délégation, mais simplement une modalité de mise en forme et d'expression. C'est assez tôt d'ailleurs qu'il faut comprendre que le syndicalisme a toujours cherché à affirmer sa légitimité sur la base d'un essentialisme social et non pas du tout d'une représentativité numérique. En France, il y a d'ailleurs eu un débat permanent à l'intérieur du syndicalisme entre la représentation électorale et la représentation syndicale. Le syndicalisme français s'est longtemps très fortement opposé, par exemple, au projet de Mitterrand et au projet de Jaurès de mettre en place des délégués du personnel élus par les salariés, considérant que ce n'est pas l'élection qui produisait en quelque sorte la représentation vitale d'un monde social, mais que cette représentation vitale, elle était faite par ceux qui avaient à la fois la connaissance et la conscience de ce monde vital. Donc l'existence d'un groupe minoritaire était secondaire par rapport au fait de cette expression, cette notion d'expression vitale. Notion d'expression vitale qui conduira naturellement à critiquer très fortement la notion de majorité pour préférer à la notion de majorité celle de représentation essentialiste et celle d'un syndicalisme qui est, on pourrait dire, la forme et la vie. Et c'est en ce sens, s'il est la forme et la vie, que la notion de syndicalisme d'action directe pendant ces périodes prendra forme. On peut aussi signaler que cette conception de la représentation, elle a eu une conséquence instrumentale très particulière, c'est que jusqu'à la scission de la CGTU, il y avait dans les congrès de la CGT une représentation des syndicats avec un vote dit unitaire, c'est-à-dire par syndicat. On ne votait pas par tête, mais on votait par syndicat. Et donc un syndicat de 30 000 membres avait autant de voix, la même voix qu'un syndicat de 3 membres. Et ça a été quelque chose de fondamental pour constituer justement une certaine vision de la représentation essentialiste. Mais il y a eu d'autres façons de concevoir la constitution du corps politique. Non pas sous les espèces, je dirais, d'une politique qui est en quelque sorte assimilée à l'intérieur du groupe, une politique qui est réduite à une interaction dans le cadre d'Adam Smith, une politique qui est réduite à une gestion dans le cas de Proudhon,
et une politique, dans le cadre du syndicalisme révolutionnaire, qui est absorbée dans un projet révolutionnaire qui est celui de donner vie au groupe et non pas simplement, justement, à la volonté des individus. Il y aura deux autres façons de penser la résolution du problème de l'aporie de Rousseau, sera celle de la production directe d'un corps civique en son unité. Et les constituants français seront les premiers à avoir l'intuition de cette formule. Pour eux, le véritable titulaire de la souveraineté, il faut le rappeler, c'était la nation. La nation, pourquoi? Parce que la nation, elle était d'abord la seule puissance collective suffisamment imposante pour être susceptible de se substituer à la figure royale précédente. Et appréhendé à cette aune, le citoyen se définissait pour eux dans sa prise de distance par rapport à la société civile, puisque c'est cette société civile qui donnait chair aux différences. Sieyès écrivait dans cet esprit « La démocratie est le sacrifice complet de l'individu à la chose publique, c'est-à-dire celui de l'être sensible à l'être abstrait. » Le corps politique n'avait donc pas pour lui à reproduire la société, à la représenter dans son sens de la produire une similarité des formes. Il devait au contraire en produire directement et en suggérer une image sublimée, constituée dans son abstraction même une sorte d'anticipation de ce que serait une société vraiment d'individus égaux. Et le propre de la société politique était, en d'autres termes, de revendiquer son caractère formel comme une utopie positive et non pas comme un inachèvement ou une trahison de la réalité. La nation pouvait être comprise de la sorte comme une société rachetée de ses apparences, ayant aboli toutes ses déterminations contingentes, coïncidant avec son fonctionnement égalitaire. Elle était une société régénérée, pour employer une expression constamment utilisée pendant la Révolution française. Mais ce travail d'adunation, c'est une expression de Rousseau, faire nation ensemble, ce travail d'assimilation, ce sera également une formule de Rousseau, ce sera une formule de Sieyès, de régénération, que les constituants appelés de leur vœu ne pouvaient pas simplement s'opérer par la transformation des habitudes et l'éducation de l'imagination, même si cette éducation de l'imagination sera une tâche extrêmement importante pendant la Révolution. Il fallait une opération spécifique pour Sieyès, celle justement de la représentation politique, pour donner sens et corps à cette idée de nation et produire le corps civique. Seule cette représentation pouvait produire cette unité et cette indivisibilité, et avoir ainsi une capacité effective d'incarnation. Il disait « Seule la représentation est le peuple réuni, puisque l'ensemble des associés ne peut pas se réunir autrement. L'intégrité nationale n'est pas antérieure à la volonté du peuple réuni. L'unité commence dans la représentation. Donc, rien, poursuit Sieyès, n'est au-dessus de la représentation. Elle est le seul corps organisé. Il n'a ni un vouloir, ni une pensée, ni rien comme un. Pour représenter cette nation corps politique, que l'on considérait comme irréductible à ses composants, territoire ou population, il fallait donc en redéfinir le concept même. C'est ce que feront les pères fondateurs de la Constitution française. La représentation n'aura plus chez eux pour objet d'exprimer une autorisation, de transmettre une volonté ou de reproduire une qualité. Ils dissocieront ainsi d'abord complètement la notion de représentation et celle d'élection. Pour eux, l'élection est une simple procédure de sélection et de nomination d'individus choisis pour leur qualité personnelle. Il ne s'agissait pas de désigner les mandataires de collectivités préalablement existantes. L'élu du peuple n'était pour eux ni le délégué d'un groupe, ni le porte-parole d'une opinion, ni le défenseur d'intérêts particuliers. Il était seulement porteur d'une fraction de la volonté générale. Il n'avait même, d'une certaine façon, aucune existence individuelle. Il n'était qu'un membre de l'Assemblée nationale qui, encore, pouvait seul prétendre représenter la nation. D'où la célèbre formule de Roederer, la Constitution reconnaît des représentants qui, tous ensemble, représentent le peuple, mais elle ne reconnaît pas le représentant
en tant que tel. Il y a des représentants et pas un représentant. Représentant, poursuivait-il, est un mot qui, dans la langue constitutionnelle, a un pluriel et point de singulier. Il y a des représentants, il n'y a jamais un représentant. Le vote ne transmettait ainsi rien de substantiel. En étant rigoureusement vidé de toute idée de mandat, il n'avait aucune fonction d'ordre sociologique ou politique. L'expression de la volonté générale ne se confondait pas avec la procédure électorale. On pouvait d'ailleurs, c'est bien connu, pendant la Révolution, avoir une qualité constitutionnellement reconnue de représentant sans être élu, c'était le cas du roi, et être élu sans être représentant. De nombreux fonctionnaires pendant la Révolution ont été élus et n'étaient pas représentants. D'où l'importance de la formule constitutionnelle selon laquelle les députés étaient élus dans les départements pour bien marquer qu'ils n'étaient pas les mandataires des départements. La représentation consistait, pour ses constituants de 1791, dans la fonction d'organiser la volonté et la personne nationale qui était confiée à l'Assemblée. Car la nation, comme totalité abstraite, ne pouvant exercer elle-même sa souveraineté, devait en effet nécessairement déléguer ses pouvoirs à un corps législatif qui agissait donc comme son organe. Le corps législatif est le représentant de la nation, car il veut pour la nation. Carré de Malberg, on le sait, a fait dans son grande œuvre l'analyse critique de cette conception de la représentation, en montrant qu'elle trouvera son plein épanouissement dans les théories allemandes que j'ai signées tout à l'heure de la bande de Jelinek à la fin du XIXe siècle, et qui se concluait ces théories-là par l'idée très importante selon laquelle la représentation n'est pas une qualité subjective, la représentation, elle est un pouvoir objectif. C'est aussi une formulation que l'on trouve chez Sieyès. La représentation n'est pas une qualité subjective, elle est un pouvoir objectif. Et la conception d'un tel pouvoir objectif n'avait évidemment pas été sans susciter des interrogations pendant la Révolution. Sieyès avait lui-même fini par reconnaître que toute législature, je le cite, a besoin d'être rafraîchie par l'esprit démocratique et qu'il ne faut donc pas qu'elle soit placée à un trop grand éloignement des premiers commettants. Un Mounier expliquait dans un esprit analogue que la représentation est défectueuse et même chimérique si elle s'éloigne de son principe, c'est-à-dire de ceux qui doivent être représentés. Et Roederer, dont j'ai cité la phrase célèbre tout à l'heure selon laquelle il y a des représentants, mais pas de représentants, se voyait lui-même contraint d'admettre, je le cite, que l'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibère dans son représentant. Tant le sentiment populaire allait dans le sens. Il faudra donc, dans les faits, composer, en France comme aux États-Unis d'ailleurs, avec la rigueur de la théorie constitutionnelle, qui est la théorie de l'organe. Et si on voulait se transplanter sur le terrain du droit anglais, on dirait que c'est la théorie de la représentation fonctionnelle. C'est toute la théorie de la représentation fonctionnelle qui, justement, sera au cœur du débat avec les Américains. Les Américains ont refusé la théorie de la représentation fonctionnelle, qui était la théorie dominante à l'époque et dont Burke avait donné une interprétation célèbre dans sa lettre aux électeurs de Bristol. Mais cette composition avec la rigueur de la théorie constitutionnelle, elle sera toujours faite sur un mode instable, qui laissera en permanence ouverte la contradiction entre l'attente immédiate de figuration et les principes constitutionnels de l'organe représentatif. Je le dirai d'un mot tout à l'heure, mais on peut dire que cette conception de l'organe représentatif est construite sur le modèle intellectuel de la fiction juridique. Deuxième façon de concevoir la production du corps civique en son unité, c'est précipiter en quelque sorte la conception de son identité. Pour constituer le peuple dans l'unité d'un corps civique, une autre voie sera ainsi explorée, celle de la constitution d'un peuple identité, d'un peuple personne, susceptible de s'imposer à tous comme vérité du social. La première œuvre, elles seront très nombreuses ensuite, les œuvres qui proposeront de faire la théorie du peuple personne et la théorie de l'identité, mais c'est incontestablement celle de Michelet en France qui a illustré cette tentative de surmonter l'abstraction des individus
en tentant de donner sensiblement chair à la visée de son unité-identité. C'était à ses yeux la tâche, et plus même la mission, de l'historien, d'où le projet de ce qu'il a appelé dans sa formule célèbre l'histoire-résurrection. Il s'est d'abord pour cela ressaisi de la notion d'esprit du peuple. Cette notion d'esprit du peuple, il l'a empruntée au romantisme allemand, c'est une formule de Herder. Et il a proposé de la développer pour conjurer et construire la conjuration du risque de l'abstraction moderne, en concevant la nation comme une personne, du coup aisément représentable. La France, je le cite, est une personnalité vraie, donc très une, même si elle est très complexe. Et le peuple-nation pouvait, dans ces conditions, se donner comme un tout sensible. En lui s'exprimait une sorte de vitalité native du social, se présentait une figure reconnaissable de la collectivité. Les nations, disait Michelet, sont des universaux, une sorte de moyen terme entre la vie vraie de l'individu et la vie vraie du genre humain. Ce sont des essais, les nations, disait-il, d'individualisation collective. Le peuple principe prenait alors vie grâce à l'historien. C'est à ce dernier qu'il revenait de lui donner figure et parole. Cet historien est ainsi pour Michelet le créateur et le grand interprète à la fois, comme il a exprimé en des formules saisissantes dans son manifeste Le Peuple, où il écrit « Le peuple, en sa plus haute idée, se trouve difficilement dans le peuple. Que je l'observe ici ou là, ce n'est pas lui, c'est telle classe, telle forme partielle du peuple, altérée et éphémère. Il n'est dans sa vérité, le peuple, à sa plus haute puissance que dans l'homme de génie. En lui réside la grande âme. Tout le monde s'étonne de voir les masses inertes vibrer au moindre mot qu'il dit. Les bruits de l'océan se tairent devant cette voix, la vague populaire traînait à ses pieds. Et il poursuit, pourquoi donc s'en étonner? Cette voix, c'est celle du peuple. Muet en lui-même, il parle en cet homme. Et Dieu avec lui, c'est là vraiment que l'on peut dire vox populi, vox Dei. L'historien entendait ainsi, sur ce mode, donner vie au grand peuple muet, parce qu'il s'était lui-même fait peuple, reconnu et proclamé sauveur. La réduction de l'abstraction native de la société des individus ne passait pas dans ce cas par une décomposition identifiant de la totalité sociale, chaque individu pouvant se rapporter à son expérience immédiate pour se projeter comme membre du corps politique. Elle résultait plutôt d'une transsubstantiation de cette totalité qui rendait possible une communion entre les citoyens fondée sur une mise en scène exaltée des fondements historiques et culturels du lien social, ce qu'on appelle l'identité. La représentation politique, pour Michelet, changeait du même coup de sens. Elle ne procédait pas d'une reconnaissance et d'une expression des diversités de la société civile. Elle participait, au contraire, d'une immersion renforcée de chacun dans la collectivité grâce à une sorte de rééducation permanente de la sensibilité et de l'imagination. Mais elle était aussi indissociable de l'érection parallèle de la figure d'un homme-peuple, d'un verbe qui s'était fait chair, pure puissance d'incarnation de la totalité sociale. Après avoir regardé quels ont été historiquement certains des modèles qui ont essayé de résoudre l'aporie rousseauiste, l'aporie rousseauiste étant le nom que l'on peut donner justement à cette question de la contradiction native entre le principe politique et le principe sociologique de la démocratie. Nous devons maintenant comprendre comment sont apparues et se sont développées les formes pathologiques de la représentation. Les visions d'un Adam Smith ou d'un Proudhon produiront peu d'effets dans l'ordre politique. Le premier sera considéré comme le père fondateur de l'idée de société de marché, et le second comme l'apôtre d'une nécessaire renaissance des corps intermédiaires pour rendre les sociétés modernes mieux gouvernables. Dans l'ordre proprement politique, ils nourriront cependant intellectuellement quelque chose de très important, qui est l'utopie d'un possible dépérissement de la démocratie dans la gestion.
vision d'un dépérissement de la démocratie dont Marx se fera très longuement l'analyste et le commentateur dans plusieurs de ses œuvres, et dont plus tard Lénine se fera aussi le chantre, souvenons-nous de sa fameuse apologie de la cuisinière en gouvernante. Ils se feront de cette façon les champions de cette vision pour signifier la possible réduction de la séparation entre l'homme et le citoyen. Cette séparation de l'homme entre le citoyen, qui était le fondement de l'aliénation politique pour Marx, pourrait en effet se trouver résolue s'il y avait une immédiateté de la société civile au fonctionnement politique. Mais cette vision, par la force des choses, n'aura pas d'effet institutionnel, si ce n'est pour dissimuler en URSS la brutalité du pouvoir d'État derrière le discours sur l'annonce de sa prochaine abolition. Elle n'aura pas d'autres conséquences qu'intellectuelles dans l'ordre des conceptions de la représentation, consonnant par exemple avec la vision de Marx dans sa critique du droit politique hegelien d'un Moyen-Âge qu'il avait compris et défini, je cite son expression fameuse, comme la démocratie de la non-liberté. Le Moyen-Âge est la non-liberté, mais il est la démocratie au sens, je le cite, où les ordres sociaux se signifient eux-mêmes directement, se signifient eux-mêmes immédiatement. Ces fameuses formulations de la critique du droit politique hegelien sont la reproduction de cette idée selon laquelle l'abolition de la démocratie est l'horizon d'une société pleinement émancipée, la démocratie étant fondée sur la nécessaire séparation de l'État et de la société civile. C'est toute la critique du droit politique hegelien. Il en ira évidemment différemment avec les autres tentatives de résolution des apories de la représentation-figuration que nous venons d'explorer. Elles ont en effet dessiné en pointillé les voies d'une réinvention moderne des formes anciennes de la représentation-incarnation. L'historien peuple avec Michelet, le syndicat classe avec les syndicalistes révolutionnaires, le Parlement-nation avec les constituants de 1789 ont constitué trois figures possibles de la reconstruction d'une conception essentialiste de la représentation. C'était dans chaque cas une façon de simplifier les choses, de brutaliser le social, de sacraliser le grand homme, mais sans grande conséquence. L'auteur du peuple n'était qu'un écrivain exalté et inspiré, et ne prétendait à aucun autre pouvoir qu'intellectuel. Le syndicalisme révolutionnaire, il est resté une force marginale et n'avait pas la possibilité de s'ériger en puissance sociale de commandement. Quant à la conception du Parlement-nation, elle s'est de fait cantonnée à sa fonction, de ce que j'ai appelé tout à l'heure, sa fonction de fiction juridique. Qu'est-ce qu'une fiction juridique ? Une fiction juridique est le moyen d'instituer un raisonnement dans lequel on applique le comme si pour surmonter en droit les contradictions du monde. La fiction juridique, c'est ce qui permet, comme on l'a dit, de contrer la réalité. Et les fictions juridiques jouent un rôle extrêmement important en droit, mais à condition d'être connues comme fiction. Cette fonction de fiction juridique, elle a été évidemment conçue pendant la Révolution comme une fiction, et en tant que telle, tant la sensibilité immédiate des électeurs de l'époque rendait impossible de la considérer positivement dans la réalité. Tout le monde voyait bien que la théorie de l'organe était une théorie nécessaire conceptuellement, mais qu'on ne pourrait pas couper pratiquement la notion de représentation de celle de partage d'une sensibilité. Il y aurait forcément l'idée d'image qui continuerait à s'imposer, mais que la cohérence constitutionnelle passait par cette fiction nécessaire, et que cette fiction nécessaire était donc toujours en tension avec ce qu'on pourrait appeler la définition sociale immédiate, la définition sensible de la représentation. Mais tout changera lorsqu'un chef, un parti ou un État s'empareront de ces conceptions de l'incarnation et de l'unité du corps politique et les mettront au service d'une puissance
qui disposera des instruments de propagande ou des moyens de coercition nécessaires. C'est à ce moment que les pathologies de la représentation prendront pleinement forme et force. Dans les régimes totalitaires, de façon particulièrement spectaculaire, sous les espèces du pouvoir d'un homme-peuple, principe d'incarnation, aidé d'un parti-peuple, et avec l'exaltation d'un peuple un, principe d'homogénéité, uni à son chef. La fiction deviendra alors la réalité. Le poète se fera fureur et le parti forme incarnée de la classe. C'est donc à ce moment-là que les figures esquissées de résolution de l'aporie rousseauiste pourront être considérées comme des pathologies de la représentation. Envisager les choses de cette façon conduit bien sûr à considérer le totalitarisme en tant que pathologie interne à la démocratie, et non pas comme une simple résurgence aggravée de formes ancestrales de despotisme, ni de dictature, dont la puissance serait démultipliée par les instruments modernes, idéologiques et policiers, de mobilisation des masses et d'exercice de la domination. C'est ce qui fait d'ailleurs, j'y reviendrai, la faiblesse des interprétations du totalitarisme, qui, de Burnham à Friedrich, et aussi pour une partie de son œuvre à Raymond Aron, ont surtout vu en lui une puissance autocratique appuyée sur la manipulation des esprits et l'exercice monopolistique de tous les pouvoirs. Cela nécessite aussi, j'y reviendrai, d'aller plus loin que l'appréhension du totalitarisme comme simple religion civile, qui, à partir de Voegelin et de sa fameuse discussion avec Hannah Arendt, a joué un rôle majeur dans l'interprétation traditionnelle du phénomène. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc véritablement, j'aiderai à déconstruire cette notion de totalitarisme, mais à comprendre les totalitarismes comme une pathologie de la démocratie et non pas comme une négation de la démocratie, même si en eux, il y a des éléments de négation de la démocratie et que c'est d'ailleurs le rapport à la porosité aux idées de négation de la démocratie qui permet de les distinguer entre eux et non pas une simple phénoménologie, si je puis dire, de leur violence et de leur puissance. Dans les deux séances qui suivront, nous analyserons donc de façon détaillée ces deux figures pathologiques de la représentation, la notion d'homme-peuple et celle de peuple un. Donc nous analyserons la constitution de la notion de peuple un, nous analyserons la constitution de la notion d'homme-peuple et nous verrons comment elles se sont déployées et dans quelles conditions elles l'ont fait. Et nous verrons aussi comment ces deux notions permettent de traiter de façon relativement unifiée tout un ensemble de pathologies de la démocratie, bien au-delà de ce qu'il est convenu de ranger sous la bannière du terme totalitarisme, à savoir le stalinisme, le nazisme et le fascisme italien. À la semaine prochaine donc.